Alors, bonjour les externes, je suis le docteur Amin, infectiologue à la CA. Nous allons voir ensemble le cours sur les rickettsiosis et la fièvre Q. Alors, c'est quoi les rickettsiosis? C'est des maladies infectieuses dues à des bactéries intracellulaires strictes du genre Rickettsia. Et elles sont transmises, la plupart d'entre elles, par la piqûre d'un arthropode vecteur. Ça peut être un acarien comme la tique, ou des insectes comme le pou et la puce. Leur particularité, c'est qu'ils se traduisent cliniquement par un exanthème, c'est-à-dire une éruption cutanée érythémateuse. C'est ça le maître symptôme des rickettsiosis que vous devez connaître. Il existe trois types de rickettsiosis. Vous avez le groupe des fièvres pourprées, le groupe des typhus et le groupe des rickettsiosis asiatiques. Nous allons voir surtout le groupe des fièvres pourprées, en particulier la fièvre boutonneuse méditerranéenne qui existe en Algérie, qui est suivie à l'état endémique dans le pourtour méditerranéen, et surtout en période estivale. Un petit rappel sur le germe, c'est la Rickettsia a été découverte pour la première fois par un pathologiste américain, Howard Taylor Ricketts. C'est des cocobacilles de petite taille qui ne prennent pas la coloration du gramme, donc c'est 100 grammes négatif. C'est des germes, c'est des bactéries intracellulaires strictes et ils se développent, c'est-à-dire qu'ils se multiplient uniquement sur des milieux de culture vivants. Ils ne poussent pas sur des milieux de culture ordinaires. Un petit rappel aussi sur le plan physiopathologique. C'est les bactéries du genre Rickettsia sont des bactéries intracellulaires strictes qui sont transmises à l'homme par pénétration cutanéeuse lors de la piqûre. Ensuite, elles passent dans le sang et elles envahissent les cellules endothéliales des vaisseaux de petit et moyen calibre, surtout les artérioles, les vénules et les capillaires. Donc, ils ont une prédilection pour les cellules endothéliales des petits vaisseaux. Elles se multiplient dans ces cellules endothéliales, causant une vascularite, entraînant une vascularite. Et cette vascularite qui est à l'origine de quelques signes cliniques et des complications de la maladie. Comme par exemple, l'escarre noirâtre. Elle est due à une nécrose cutanée qui fait ensuite une ischémie locale provoquée par les lésions de la cellule endothéliale vasculaire secondaire à la multiplication des Rickettsia. On va voir ensemble la fièvre boutonneuse méditerranéenne, comment vous allez poser le diagnostic et comment vous allez la traiter. Alors, quel est le germe responsable de la fièvre boutonneuse méditerranéenne? C'est Rickettsia conurei. Quel est le réservoir? C'est le chien. Le principal réservoir en Algérie, c'est surtout le chien. En Europe, ça peut rester dans les autres pays du pourtour méditerranéen, ça peut être les rongeurs sauvages aussi. Le vecteur, c'est la tique du chien. On appelle la Rhipicephalus sanguinellus, c'est un acarien hématophage. Il est à la fois vecteur de la maladie et réservoir. Pourquoi? Parce qu'elle transmet ses germes à sa descendance par la transovarienne. La tique du chien, pour qu'elle transmette les germes, il faut qu'elle reste attachée sur la peau pendant au moins 20 heures. Elle reste attachée sur la peau au moins 20 heures pour qu'elle pourra transmettre les germes. Alors, les modes de transmission. Alors, c'est une infection qui la fièvre boutonneuse méditerranéenne se transmet par la piqûre de la tique, parce que le germe se trouve au niveau de sa salive elle est infectante. Et cette piqûre, elle est indolore et elle passe souvent inaperçue. Elle peut se transmettre aussi par le contact des muqueuses conjonctivales. Les doigts sont souillés de liquide causal, coxal, la tique sont infectées, sont écrasées par le doigt. Et si on touche ensuite nos yeux, on peut être contaminé par les muqueuses conjonctivales. Elle peut être aussi transmise par pénétration cutanée, des déjections virulentes de tiques lorsque parfois elle entraîne des démangeaisons et lors des grattages, on peut transmettre les germes par grattage. Ça c'est exceptionnel. L'homme est un hôte occasionnel. Voilà les images
de la tique du chien. La fièvre boutonneuse médicale est une autre zoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et à l'animal. Elle prédomine surtout en période estivale. Pourquoi? Parce que les tiques pullulent pendant cette période chaude et sèche. La fièvre boutonneuse méditerranéenne sévit à l'état endémique dans le pourtour méditerranéen, également en Afrique subsaharienne. En Algérie, environ, il y a 200-300 cas qui sont déclarés chaque année par l'Institut national de santé publique. Il faut savoir aussi qu'il existe des professions exposées qu'on doit rechercher à l'interrogatoire qui peuvent nous orienter vers la fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est-à-dire toutes les professions qui sont en contact avec les chiens, comme par exemple les éleveurs de chiens, les forestiers, les vétérinaires, les chasseurs et les agriculteurs. Sur le plan clinique, l'incubation, elle est silencieuse. Vous avez une phase d'incubation qui est silencieuse et elle dure environ une semaine. Ensuite, vous avez la phase d'invasion, c'est-à-dire que le début de la maladie débute brutalement, marqué par une fièvre élevée à 39-40, accompagnée de frissons. Le malade se plaint de céphalée, de polyarthralgie, de douleurs musculaires et il est très asthénique. Ce qu'on appelle le syndrome algique, douleurs musculaires, douleurs articulaires et douleurs des céphalées. À l'examen, si on fait un examen clinique minutieux pendant cette phase de début, on peut retrouver ce qu'on appelle le chancre d'inoculation, c'est l'endroit de la piqûre de la tique et si on le retrouve à l'examen clinique, c'est un argument de grande valeur diagnostique. Alors, comment il est ce chancre d'inoculation à cette phase de début? Il prend l'aspect de vésicule et de furoncle avec un pourtour érythémateux. Il siège où? Donc, il siège au niveau des creux axillaires, des plis inguinaux, des plis interfessiers, les organes génitaux externes, le cuir chevelu, derrière l'oreille, exceptionnellement sur les parties découvertes. Ce chancre d'inoculation, il est unique ou multiple, il n'est pas douloureux, mais il n'est pas constant. S'il est absent, il peut être remplacé par une conjonctivite bilatérale, c'est-à-dire que la porte d'entrée, elle est conjonctivale après manipulation de la tique. Toujours à l'examen, on trouvait une adénopathie satellite et l'examen permet parfois de retrouver la tique. Ça, c'est exceptionnel. Ce début passe souvent inaperçu. Pourquoi? Parce que le malade est souvent vu à la phase d'état. Même si le malade consulte cette phase de début, en général, le diagnostic n'est pas évoqué et c'est pour ça que le malade est souvent vu à la phase d'état, c'est-à-dire qu'il consulte à la phase d'état. À la phase d'état, le diagnostic normalement est facilement évoqué parce qu'il y a apparition de l'éruption cutanée et l'escarlate que nous allons voir après. Donc à cette phase d'état, la fièvre elle est élevée et elle reste en plateau à 39-40, accompagnée de frissons intenses et une tachycardie ou en rapport avec la température. Le malade se plaint de céphalée intense, de polyarthralgie et de douleurs musculaires diffuses. Ce qu'on appelle le syndrome algique, c'est-à-dire que le syndrome algique il est plus marqué qu'à la phase de début. Le malade il est très asthénique. Et à l'examen, on retrouve un exanthème. C'est quoi un exanthème? C'est un érythème maculo-papuleux, il n'est pas prurigineux et il débute sur le tronc et sur les membres et il se généralise rapidement en 24-48 heures avec atteinte palmo-plantaire et souvent il respecte le visage. Cette éruption évolue, si vous voulez, en plusieurs poussées successives, laissant coexister des éléments d'âge différents. Elle disparaît en laissant une pigmentation résiduelle de quelques semaines. Parfois, il peut y avoir quelques éléments purpuriques localisés sur les membres inférieurs. Toujours à l'examen,
on peut retrouver la trace de la piqûre de la tique, qu'on appelle l'escarre noirâtre ou la tache noire de Pierret. Alors, cet escarre noirâtre, il prend l'aspect, à cette phase d'état, d'une petite ulcération cutanée arrondie de 0,5 à 2 cm de diamètre, recouverte d'une croûte noirâtre, et elle est entourée de lésions inflammatoires, c'est-à-dire d'une rougeur. Il siège, c'est comme à la phase de début, cet escarre noirâtre, il siège sur les creux axillaires, les plis, les encadrés, exceptionnellement sur les parties découvertes. Cet escarre noirâtre, il est inconstant, il persiste quelques jours, en général 5-6 jours, et il disparaît sans laisser de traces. Et cet escarre noirâtre n'est pas constant, il peut être remplacé par une conjonctivite bilatérale si la transmission s'est faite par contact avec les muqueuses conjonctivales. Cette conjonctivite, elle est bilatérale avec éthème palpébral et ecchymose sous-conjonctivale. Toujours à l'examen, on retrouve souvent une adénopathie satellite qui n'est pas douloureuse, une splénomégalie avec parfois une hépatomégalie de volume modéré. Ils ne sont pas constants, cette splénomégalie, hépatomégalie. La langue, elle est sabirale comme dans toutes les maladies infectieuses, c'est-à-dire elle est blanchâtre, elle est chargée. Il peut y avoir des troubles digestifs, c'est-à-dire que le malade peut signaler des troubles digestifs, à savoir nausée, vomissement, douleur abdominale et une diarrhée. Il peut y avoir aussi une méningite. C'est quoi une méningite? C'est un salon méningère avec un essai tout à fait normal. C'est ça la méningite. C'est une céphalée, il peut y avoir une tirade de la nuque, l'essai normal. Quelques râles bronchiques au niveau des bases. Voilà l'image de l'escarre noirâtre. Et en bas, la conjonctivite avec hémorragie sous-conjonctivale et palpébrale. L'éruption est hémateuse, maculopapuleuse, parfois même des nodules sous-cutanés. On peut retrouver des nodules sous-cutanés donc, qui prédominent sur le thorax, sur les membres et surtout dans les régions palmoplantaires. Le diagnostic est surtout clinique, c'est-à-dire qu'il est facilement évoqué à la phase d'état, devant l'éruption, devant cette exanthème, devant l'escarre noirâtre, et il est renforcé par des éléments épidémiologiques, à savoir le contact avec les chiens et surtout en période estivale. Toute fièvre éruptive estivale avec une escarre doit être considérée et traitée comme fièvre boutonneuse mutinale jusqu'à preuve du contraire. Donc en été, en période estivale, quand on reçoit quelqu'un qui présente un syndrome magique avec une fièvre élevée, avec une éruption maculopapuleuse qui se généralise rapidement avec un palpebral, une escarre noirâtre, le diagnostic normalement est facilement évoqué et retenu et doit être mis sous traitement rapidement. S'il y a un doute du diagnostic, donc le diagnostic peut être confirmé par des examens complémentaires, comme le doute diagnostique. L'évolution est en général bénigne, mais les complications sont possibles. L'évolution sous traitement de cette fièvre boutonneuse méditerranéenne est rapidement favorable. Par contre, sans traitement, la guérison spontanée est possible avec une longue convalescence, mais les complications, malgré qu'elles sont rares, sont plus ou moins sévères. Alors, quelles sont ces complications? On va les voir succinctement. Vous avez les complications rénales qui sont les plus fréquentes, qui se manifestent par une hématurie macroscopique ou même microscopique. Une protéinurie, il faut la rechercher par un abscisse, et elle peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale oligo-amérique, qui peut aller jusqu'à la dialyse. Les complications cardiovasculaires, ça peut être des thrombophlébites, des artérites, des gangrènes en plaques d'origine ischémique, des myocardites qui ont été décrites dans la fièvre méditerranéenne, et même des endocardites qui ont été décrites dans la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Les complications neurologiques, ça peut être des saccades, des encéphalites qui ont été décrites, des méningoencéphalites graves, des myélites, des polyréticulomyélites.
des complications hématologiques. Ça peut être une thrombopénie sévère, purpura, plus ou moins généralisée, qui peut aller jusqu'à la CIVD ou coagulopathies intravasculaires disséminées sévères. Des complications pulmonaires, de la simple bronchite jusqu'à la pneumopathie interstitielle ou la bronchopneumopathie dysplisante. Des complications digestives, ça peut être aussi des hémorragies digestives, des hépatites bactériques et même des pancréatites qui ont été décrites dans la fièvre, dans les complications de la fièvre butoneuse méditerranéenne. Enfin, des complications oculaires, de la rétinite, avec baisse visuelle, des uveites ont été décrites, jusqu'à l'atrophie optique avec cécité. Ça, c'est exceptionnel. À côté de cette forme clinique que nous avons vue, il faut savoir qu'il existe une forme grave. Heureusement qu'elle est rare, qu'on appelle la fièvre butoneuse méditerranéenne maligne. Elle survient sur un terrain particulier, à savoir le sujet âgé, diabétique, la notion d'alcoolisme, la notion de métabolisme chronique, chez les déprimés. Elle se manifeste par une éruption purpurique fébrile, avec la tête multiviscérale qui peut simuler une méningococcémie. Le pronostic de cette fièvre butoneuse maligne est réservé, très réservé. Pourquoi? Parce que généralement le diagnostic est fait avec retard. Et aussi, le médecin ne va pas y penser. Alors, le diagnostic positif est basé sur des arguments cliniques et il est renforcé par des arguments anamnestiques, à savoir la notion de présence d'un chien dans l'entourage, la période estivale, la profession exposée ou notion de piqûre par une tique, exceptionnellement, et bien sûr, le malade vit où il a peut-être séjourné en zone endémique, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen. En général, le diagnostic est clinique, mais il peut être orienté par des examens complémentaires ou confirmé par des examens complémentaires. Alors, le bilan d'orientation, dans la formule, vous avez soit une discrète hyperleucocytose aneutrophile à la phase d'état, ou une leucopénie à la phase d'invasion. En général, il n'y a pas d'hyperleucocytose dans la fièvre butoneuse méditerranéenne. Il peut y avoir une thrombopénie modérée dans la forme. Sur le plan biochimique, il y a surtout une élévation des transaminases, une petite cytolyse hépatique, environ 10 fois la normale, qui peut nous orienter. Et le syndrome inflammatoire, c'est-à-dire le bilan inflammatoire est très perturbé, vous avez une CRP élevée, une VS accélérée. Le bilan de certitude, c'est-à-dire la confirmation, est surtout apporté par la sérologie, par immunofluorescence indirecte. Les JGM apparaissent au 10e jour, après le début de la maladie, et encore que les JG apparaissent au 15e jour. Si vous avez un titre JG supérieur ou égal à 128e, on le prend en considération. Une séroconversion, ça confirme le diagnostic aussi. La séroconversion, c'est quoi? Au début, on a une sérologie qui est négative. Ici, on a fait une autre sérologie 10-15 jours après. La sérologie, c'est positif. C'est ça, la séroconversion. Sinon, on peut avoir, si on a un taux faible, un taux d'anticorps faible à la phase de début, si on refait une semaine, 10 jours après une deuxième sérologie, on a une élévation significative du taux des anticorps, 4 fois les anticorps initiaux. Là aussi, on le prend en considération, ça veut dire qu'elle affirme une infection récente. La réaction de Weil et Félix n'est plus actuellement utilisée, ainsi que la réaction de fixation du complément. Actuellement, ce qu'on utilise en pratique, c'est surtout la sérologie par immunofluorescence indirecte. Les rickettsi sont des germes qui ne peuvent pas être isolés dans les cultures visuelles. Donc, c'est des germes qui poussent uniquement sur des cultures vivantes. Ça, c'est pas facile de les mettre c'est-à-dire de les mettre, de les isoler. On a aussi la PCR,
qui peut confirmer le diagnostic par la recherche du matériel génétique de cette bactérie sur la biopsie cutanée de l'escarre d'innoculation sur la papule, de préférence avant l'antibiothérapie. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, il se pose avec quelques infections, comme par exemple la rougeole. La rougeole, c'est une infection qui se voit surtout chez l'enfant, avec présence de notion de comptage, de rougeole, une épidémie de rougeole, absence de rougeole dans les antécédents, absence de vaccination. Sur le plan clinique, la rougeole se manifeste par un catarrhe oculonasal, aussi des compliques et une éruption maculopapuleuse qui débute sur la face et se généralise pendant descendante en 15 jours. Je pense qu'on peut poser des diagnostics différentiels avec la rougeole. La rubéole aussi, là aussi, la rubéole, elle touche surtout l'enfant, avec une sorte de comptage de rubéole, ou épidémie de rubéole dans une région donnée, absence d'antécédents de rubéole. Elle se manifeste un petit catarrhe oculonasal discret, l'éruption maculo-papuleuse, elle débute sur le thorax et se généralise en 24 quarts du temps, disparaît au 3e jour, avec un examen des adénopathies cervicales postérieures qui ont un grand, c'est un marque de grande valeur pour le diagnostic de la rubéole. La scarlatine, là aussi, elle touche surtout l'enfant, avec une sorte de comptage, se manifeste par une angine érythématocutacée, présence des lentilles buccales. Les lentilles buccales, c'est-à-dire qu'à l'examen, vous avez une langue framboisée à la face d'état, l'érythème est diffus, il est irritable, sans intérêt de possède, et qui disparaît en une semaine, il s'en place à la discondation. On peut discuter aussi une toxidermie, mais là aussi, vous avez une notion de prise de médicaments allergisants et l'éruption cutanée dans la toxidermie prurigineuse, urticarienne. En ce qui concerne le traitement de la fièvre boutonneuse méditerranéenne repose sur deux volets. Vous avez le volet curatif et le volet préventif. En ce qui concerne le traitement curatif, il fait appel au traitement spécifique et au traitement symptomatique. Pour les armes spécifiques, c'est les antibiotiques qui diffusent bien un tracé cellulaire. On prescrit des antibiotiques qui diffusent une bonne diffusion intracellulaire. Et parmi les antibiotiques qui ont une bonne diffusion intracellulaire, vous avez les cyclines, la famille des cyclines. Et parmi ces cyclines, vous avez les doxycyclines, non commerciales, c'est la médecine. C'est des comprimés à 100 mg chez l'adulte. On prescrit 2 comprimés par jour, c'est-à-dire 200 mg par jour, en une seule prise pendant 10 à 15 jours. Et chez l'enfant plus de 8 ans, c'est 4 mg par kilo par jour, en une seule prise pendant 10 jours. La doxycycline ou les cyclines sont, attention, elles sont contre-indiquées chez la femme enceinte et chez l'enfant moins de 8 ans à cause de la dyschronie dentaire. Comme alternative, on peut faire appel à la famille des fluoquinolones, c'est-à-dire l'ofloxacine, l'ofloxacine, bon, commercial. C'est des comprimés de 100 mg, de 200 mg, il existe même un flacon de 200 mg. Les flacons injectables, ils sont réservés pour les formes graves. Chez l'adulte, on prescrit 400 mg par jour, de prise, un comprimé 2 fois par jour, pendant 10 jours. Les fluoroquinolones, là aussi, sont contre-indiqués chez la femme enceinte et chez l'enfant moins de 15 ans. On peut être amené à utiliser la famille des macrolides, qui a une action sur les rickettsis, comme par exemple la jusamycine, c'est des comprimés à 500 mg, il existe même en solution buvable pour les enfants de 150 mg par cuillère mesure. Chez l'enfant, on prescrit 50 mg par kilo par jour en 2 ou 3 prises pendant 10 jours. Chez l'adulte, c'est 2 grammes par jour pendant 10 jours. À côté de la jusamycine, on peut prescrire de la clarithromycine et même de l'azithromycine. Autres antibiotiques qui ne sont pas utilisés dans la fièvre boutonneuse, mais ils ont une bonne action intracellulaire, les phénicolés, comme le chlorophénicol, et la rifampicine. Mais la rifampicine n'est pas utilisée dans la fièvre boutonneuse parce qu'elle est réservée à la tuberculose
en raison de, parce que nous sommes dans un pays très endémique de tuberculose. On préfère réserver la rifampicine pour la tuberculose. En ce qui concerne le traitement symptomatique, donc là, on peut être amené à utiliser un traitement local de l'escarre. Il faut ramollir la croûte noirâtre de l'escarre. Il faut la ramollir avec de la résine, par exemple. Et ensuite, on utilise un antiseptique. On peut utiliser, en cas de conjonctivite, des collyres antiseptiques. Et s'il y a des complications, on peut être amené à utiliser des traitements symptomatiques pour lutter contre les complications. Le traitement préventif, il est limité surtout pour le vecteur, limité à la lutte et la protection vectorielle. En milieu herbacé, les souliers en broussaillé, ainsi pour les éleveurs de chiens et les chenilles, on recommande de porter des vêtements longs au niveau des bras, au niveau des jambes. On peut utiliser des applications, des produits répulsifs sur la peau exposée pour les sujets professionnellement exposés, et le traitement des vêtements par les acaricides de contact, toujours pour les personnes professionnellement exposées. Extraction, si on trouve des tiques un peu enlevées immédiatement avec un tire-tique ou d'une pince à l'écharpe, et après extraction d'une tique, on peut désinfecter le lieu de la morsure. Lutte contre le chien, là aussi, surveiller le chien pour la présence éventuelle de tiques. On peut être amené à utiliser des colliers antitiques, un traitement préventif chez les chiens. En pratique, c'est surtout le collier antitique qui est largement utilisé en pratique. Éviter de promener les chiens dans les zones forestières, broussailleuses, favorables à ces tiques. En élevage et en chenille, le nettoyage et désinfection des locaux par des insecticides qui étaient recommandés par les vétérinaires, la suivi vétérinaire, saupoudrage avec du talc et de la poudre de DDT, et demander surtout un conseil vétérinaire si vous avez un chien domestique à la maison. À côté de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, on va voir maintenant la fièvre Q, appelée aussi la maladie des Bériclières. La fièvre Q, elle est longtemps comprise dans les rickétioses. Maintenant, elle est exclue parce qu'elle ne se transmet pas par les anthropodes et sur le plan public. Elle n'entraîne pas une éruption cutanée. Sur le plan épidémiologique, la fièvre Q est utilisée au niveau subicuitaire, c'est-à-dire que c'est une maladie de répartition mondiale. Et l'agent pathogène s'appelle Coxiella burnetii. Et quel est le réservoir? C'est surtout les bovins, les ovins, les caprins, les chats, la pelle sauvage, les volailles, exceptionnellement les tiques. L'homme est un hôte accidentel. Alors, comment ça se transmet la fièvre Q? C'est surtout transmission cutane-muqueuse en contact avec les animaux, au moment de la mise bas, avec les produits de parturition, placenta, liquide amniotique, etc. Inhalation d'aérosols aux poussières contaminées ou, exceptionnellement, ingestion de produits laitiers. Là aussi, il faut rechercher la notion de profession exposée qui peut vous orienter dans la fièvre Q, à savoir les agriculteurs, les vétérinaires, les employés de laboratoire, les éleveurs de bétail, le personnel de laboratoire et les laitiers. Sur le plan clinique, comment se manifeste la fièvre Q? Vous avez deux tableaux cliniques, la fièvre Q aiguë et la fièvre Q prolongée. Pour la fièvre Q aiguë, on a trois formes.
On a la pneumopathie atypique qui est la forme clinique la plus fréquente. Les hépatites, et vous avez aussi la fièvre au long cours. Pour la pneumopathie atypique, l'incubation, elle est silencieuse, elle dure 10 à 20 jours. Le début, il est plus ou moins brutal, marqué par un syndrome infectieux, élevé à 39-40 avec syndrome magique, c'est-à-dire que le malade se plaint d'un syndrome magique, céphalée, myalgie, arthralgie. Et à la phase d'état, vous avez les signes respiratoires qui sont discrets, c'est-à-dire que le malade se plaint d'une peau sèche, et l'expectoration, elle est exceptionnelle. Et à l'examen, on peut retrouver quelques râles crépitants. À cette phase d'état, la fièvre reste en plateau, avec les algies, des douleurs diffuses, et à l'examen, on peut retrouver une splénomégalie. Sur le plan examen complémentaire, devant ces signes respiratoires, ce syndrome infectieux, la formule retrouve une leucocytose normale, donc il n'y a pas d'hyperleucocytose. Et sur le plan biochimique, on retrouve une élévation modérée des transaminases. Ça peut nous orienter. Leucocytose normale, petite cytolyse, avec cette pneumopathie, ça peut nous orienter. Et la radiographie thoracique nous montre une image interstitielle, c'est-à-dire des opacités réticulo-microvasculaires unies ou bilatérales, avec une petite réaction pleurale. Une notion importante, c'est l'échec au bêta-lactamine qui peut nous orienter. Donc le malade, généralement, reçoit des bêta-lactamines et ça ne marche pas. Donc le diagnostic est évoqué, le diagnostic de cette pneumopathie coxella burnetii est évoqué, surtout avec cette discrétion des signes respiratoires, la toux elle est sèche, l'expectoration elle est rare, le syndrome infectieux, l'installation plus ou moins brutale, le syndrome magique, et cette formule avec leucocytose normale, petite cytolyse, la radiographie thoracique, vous avez l'image interstitielle, échec au bêta-lactamine, et ce diagnostic évoqué peut être renforcé par les éléments épidémiologiques, à savoir la notion de profession exposée. C'est la seule notion épidémiologique qui peut nous orienter vers la pneumopathie atypique à Coxella burnetii. L'hépatite, deuxième pathologie en ce qui concerne la fièvre Q aiguë, l'hépatite. Vous avez une phase d'incubation qui est silencieuse, elle dure environ 3 semaines. Le début, il est marqué par un syndrome infectieux, avec l'allure pseudo-grippale. Et à la phase d'état, vous avez l'apparition de l'ictère cutanéeux avec à l'examen une hépatomégalie sensible. Il n'y a rien de spécifique. Seul l'interrogatoire peut nous orienter à savoir la présence de professions exposées. La fièvre, troisième forme, à cause de la pneumopathie et de l'hépatite, vous avez autre forme clinique plus rare, c'est-à-dire une fièvre isolée, une méningite, une encéphalite, une myocardite, une péricardite ont été décrits dans la fièvre Q. Ce sont des formes exceptionnelles, mais vous devez aussi les connaître. Et ce que vous devez retenir dans la forme aiguë, c'est surtout la pneumopathie atypique, la coxella burnetii et l'hépatite. Dans les fièvres Q prolongées, vous avez une forme que vous devez là aussi connaître très bien, c'est l'endocardite à coxella burnetii. Elle est rare, ça existe. Elle survient chez des sujets à risque, surtout les sujets porteurs de valvulopathie ou de prothèses valvulaires, sujets déprimés, chez la femme enceinte. Elle se traduit par un tableau d'endocardite subaiguë qui ressemble à la maladie d'Osler, l'endocardite d'Osler, mais
les hémocultures sont négatives. Cliniquement, il n'y a rien de spécifique. Vous avez un souffle cardiaque dans un contexte fébrile, pathos, pneumonie, purpura, hypocratine digitale. Donc, sur le plan clinique, ça ressemble à l'endocardite d'Osler. Là aussi, seule la notion épidémiologique qui peut nous orienter, c'est-à-dire que la profession exposée, contact avec le bétail, et la confirmation, bien sûr, est apportée par la sérologie de la FIFQ. À côté de l'endocardite, vous avez la forme isolée prolongée, qui se manifeste par une fièvre prolongée, isolée, avec, pour dissocier, perturbation hépatique, il n'y a rien de spécifique là aussi. Seule la notion épidémiologique, la notion de professeur exposé, qui peut nous orienter, la confirmation est apportée par la sérologie de la FIFQ. Donc, en résumé, le diagnostic positif de la FIFQ repose sur des arguments cliniques et il est renforcé par des arguments épidémiologiques, à savoir la notion d'exposition avec les animaux domestiques. Et il est confirmé par la sérologie. Soit vous avez une séroconversion, soit vous avez la présence d'IgM qui est en faveur d'une infection récente, soit une élévation significative d'IgG, 4 fois le normal, 4 fois par rapport au taux initial. Le diagnostic direct n'est pas facile parce que c'est des gens qui ne poussent pas sur des cultures, sur des cultures usuelles, ils poussent que sur des cultures vivantes. On peut faire appel à la PCR qui peut confirmer le diagnostic si on arrive à trouver le matériel génétique de cette bactérie à partir de différents prélèvements biopsiques, le LCR, le sang, etc. Le traitement de cette FIFQ est basé aussi sur des traitements curatifs et sur les traitements préventifs. Le traitement curatif, là aussi, il fait appel aux antibiotiques qui ont une action intracellulaire. Et parmi ces antibiotiques qui ont une bonne action intracellulaire, vous avez les cyclines, les fluoroquinolones, la rifampicine et même le matrime, c'est-à-dire la cotrimoxazole, on appelle aussi le matrime. Il est proposé au cours des endocardites, la fièvre. En ce qui concerne la durée du traitement ou la pneumopathie à fièvre Q, c'est la burnétie, c'est 15 jours. La fièvre isolée prolongée, c'est 3 semaines. Et l'endocardite à coxylaburnétie, c'est minimum 6 semaines. Pour le traitement préventif, il faut surtout éviter tout contact avec les animaux infectés, en particulier pour les sujets à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont une valvulopathie, des hypothèses cardiaques, des anévrismes, des femmes enceintes, des immunodéprimés, etc. Dépistage sérologique systématique des valvulaires avant la pose d'une hypothèse cardiaque, avec l'intervention chirurgicale, on peut être amené à utiliser une sérologie de la FIFQ systématique. Toute exposition inopinée, en particulier au laboratoire, devant faire l'objet d'une chimioprophylaxie par cycline pendant 8 jours. Je vous remercie.